Sur le foncier agricole, c'est très différent. On est justement sur un bien qui est similaire à l'immobilier. Je dis souvent, investir dans la terre, c'est comme investir dans la pierre, mais avec l'impact en plus. Et donc, on a un sous-jacent qui est le mimétisme parfait avec l'immobilier. Il y a un locataire, l'agriculteur, qui paye un loyer. Et lorsque la terre est revendue, on peut faire une plus-value. D'accord. Donc, on est vraiment... en fait, on est parti du constat, et je vais revenir peut-être à la création d'Hectarea. On a parlé des agriculteurs au début avec le besoin de capitaux, mais côté particulier, selon les données Ipsos, on a à peu près 60% des particuliers qui veulent investir avec de l'impact. Bienvenue sur FinScale, l'émission qui vous plonge au cœur de la transformation de la finance. Solène Niederkorn et ses invités explorent chaque semaine les initiatives qui façonnent l'avenir de l'industrie. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur FinScale. J'ai la chance de recevoir Paul Rodriguez, qui est le CEO et le cofondateur de Hectarea. Salut Paul. Salut Solène, merci pour l'invitation. Mais ravi de t'avoir, ravi de parler d'un sujet que je touche pas souvent du doigt et qui est pourtant hyper important. C'est donc tout ce qui est autour de l'agriculture et le financement dans l'agriculture, entre autres. Avant qu'on parle d'Hectarea, est-ce que tu pourrais quand même te présenter, nous expliquer un petit peu ton passé en banque d'affaires et dans l'invest avant de monter ta boîte? Alors, donc j'ai grandi dans le Bordelais, en fait, dans une ferme dans le milieu agricole. Et après, j'ai travaillé donc 6-7 ans en banque d'affaires, fonds d'investissement sur des acquisitions, des ventes de sociétés, mais également sur des acquisitions de moulins, de terres, donc déjà dans ce domaine-là. Et l'idée, en fait, ça a été de mettre ensemble les deux mondes et de pouvoir finalement mettre mon expérience financière sur un sujet que j'aime, qui est le sujet agricole. Et tu viens de ce milieu-là? Ouais, exactement. C'est un milieu que tu connais dans ta famille et une famille d'agriculteurs, c'est correct? Mes deux parents sont dans le milieu. Mon père est à proprement dit agriculteur de son côté et surtout entrepreneur. On en parlera après, mais les deux sont souvent liés dans le métier. Et du coup, j'ai grandi avec ça. J'ai grandi dans une ferme. C'est quelque chose que j'aime. Et du coup, c'est une façon d'apporter de la connaissance financière et on verra après, mais d'amener les capitaux à des sujets qui sont essentiels pour notre société et notre alimentation. Pourquoi tu t'es pas orienté vers l'entreprise de ton papa? Pourquoi tu n'as pas décidé de travailler avec lui? Est-ce que c'est une opportunité qui ne s'est pas présentée? Il y a ma sœur qui travaille sur la propriété avec mon père. C'est des parcours de vie aussi, après, tout simplement. Et j'ai toujours envie un peu de faire autre chose. On a toujours eu cette fibre entrepreneuriale-là. Et donc, ça a été plutôt au fur et à mesure des rencontres que le choix s'est fait. D'accord. Alors la boîte que tu as montée il y a quelques années, elle répond à un réel problème qu'ont des agriculteurs, qui est celui de l'accès au foncier. Est-ce que tu pourrais revenir plus spécifiquement sur ce point bloquant et la façon dont tu t'en es rendu compte? Pourquoi le sujet a finalement grandi dans ta tête? Comment tu as pu prendre connaissance de ces problématiques? Est-ce que tu pourrais un petit peu revenir sur ces moments-là et puis cette prise de conscience? Ouais, effectivement, déjà c'est mon expérience personnelle depuis mon enfance. J'ai vu le développement de l'exploitation familiale et on voit les différentes étapes où finalement il y a des financements du prêt, il y a des achats de parcelles en propre, il y a de la location. Et en fait, c'est très vrai pour la plupart des fermes en France. On a 60% des terres agricoles qui sont en location en France. Et donc quand on réalise ça, on réalise que c'est assez financiarisé déjà. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, on réalise aussi que, on le voit dans le contexte actuel, avec le salon de l'agriculture, on parle beaucoup d'agricole en ce moment, mais on voit que les métiers d'agriculteurs sont compliqués parce qu'ils sont dans un système mondial. Et donc, pour faire face à ça, ils ont des tailles d'échelle à avoir pour les exploitations. On parle de 60 hectares en moyenne pour une exploitation en France. Et donc, si on prend ça en compte, ça veut dire qu'un agriculteur qui s'installe à 25, 26 ans, ou même avant, à son installation, c'est un billet à 500 000 € ou plus qui est à sortir. Et donc là, vous avez un apport personnel, il y a les prêts bancaires, mais il faut aussi d'autres solutions. Parce que sinon, l'installation, elle est trop complexe. Et donc c'est vraiment en partant de ce constat-là et en partant aussi du constat que des amis qui sont fils d'agriculteurs ne reprennent pas, parce que même pour la transmission, quand on est dans le cadre familial, c'est très compliqué financièrement. Et donc c'est vraiment parti de ce besoin-là de capitaux et aussi de voir qu'on a dans la société actuellement des choses positives avec des particuliers qui veulent se rapprocher du monde agricole et donc tout simplement faire le pont entre les deux. Dans les différents acteurs qui sont censés aider les agriculteurs pour ces financements, tu retrouves qui et pourquoi est-ce qu'ils ne remplissent pas véritablement ce rôle-là? Alors, il y a pas mal de missions différentes en fait. Premier point, c'est qu'il y a énormément de demandes de financement. On a 50% des agriculteurs qui partent à la retraite dans les 10 prochaines années. Ça représente 200 000 fermes à reprendre.
Donc ça veut dire qu'on a tout un écosystème qui est existant, mais on a des besoins financiers qui sont juste massifs en fait. Et donc on a des acteurs liés à l'État comme les chambres d'agriculture ou les SAFER qui eux vont installer dans le parcours, qui vont accompagner dans le parcours d'installation, qui vont trouver un terrain et trouver le bon porteur de projet et valider son projet, la viabilité du projet, parce que financièrement c'est très engageant, donc il y a des études qui sont faites par tous ces organismes. Et ensuite, et quels organismes par exemple? La chambre d'agriculture par exemple, Okay. qui va, on a des projets qu'on monte avec eux où on a un agriculteur qui veut s'installer et il va pour créer son dossier avec la chambre, le faire valider par un expert comptable aussi, pour justement voir si son exploitation elle peut être viable. Et donc il y a tout un écosystème autour, mais souvent ce qui bloque c'est le côté financier. Qui paye l'installation, qui accompagne. C'est souvent le sujet et c'est également un gros sujet de la transition agricole et écologique. On a tous des volontés, mais à la fin de la journée, quand j'ai un agriculteur au téléphone, c'est qui paye. Ouais. C'est la question qui reste. Et les banques ne se positionnent pas sur ces sujets-là, ou les fonds d'investissement? Alors, les banques nous on travaille avec pas mal d'acteurs bancaires, elles vont financer une partie, mais c'est souvent pas suffisant, et elles peuvent pas prendre tout le risque non plus. Et donc justement l'intérêt d'une exploitation, si on prend l'exploitation au sens large, il y a le matériel, il y a financer les plantations et il y a également faire l'acquisition du foncier. Et donc ça fait un panel d'investissement qui est très large pour l'agriculteur. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient justement prendre le foncier pour diminuer l'enveloppe globale d'investissement. Ouais. Et ce qui rassure aussi les banques, parce que concrètement, la banque émet de la dette. Nous, on vient en apport qui peut être considéré comme de l'equity, où on vient acheter la terre. Et du coup, en fait, c'est le grain de sable qui fait que la transaction, elle peut se faire globalement. Ouais. Dans les agriculteurs que tu as rencontrés pour développer ta boîte, est-ce qu'ils anticipaient cette complexité au moment où ils ont décidé soit de reprendre l'exploitation, soit d'aller investir, de se reconvertir? Dans toutes les personnes que tu as rencontrées, est-ce que tu sentais qu'ils avaient la pleine prise de conscience sur ce problème-là ou pas du tout? Si, il y a une prise de conscience qui est globalement très forte sur le sujet. Comme je le disais au début, c'est déjà assez financiarisé, c'est-à-dire qu'un agriculteur, la plupart ont des prêts, et la stat qui est importante, c'est 60% des terres en location en France. Ça veut dire que dans le système actuel, un agriculteur, il sait qu'il ne peut pas posséder tout son foncier, financièrement ça ne passe pas, et donc non, il y a une bonne connaissance. Et c'est souvent des questions qu'on a, c'est de gens qui ne sont pas du milieu agricole, ça va être est-ce qu'il y a ce besoin-là, est-ce qu'ils comprennent bien que vous venez prendre ça, qu'il y a une location derrière. Et en fait, tout ça, c'est inscrit dans le droit rural. Il y a ce qu'on appelle des baux ruraux qui encadrent ça, qui sont comme un système de location avec un locataire dans l'immobilier. Et donc tout ça, c'est déjà existant. Et ce qu'on vient apporter, c'est justement plus de capitaux pour permettre de décupler en fait les instruments qui sont déjà en place. Ouais. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a quand même eu le développement de pas mal de plateformes ces 15 dernières années pour investir dans des startups, dans plein de domaines différents. Comment tu expliques que finalement l'agriculture ait été la moins lotie dans toute cette espèce de mouvance d'investissement dans les jeunes PME en développement? Alors, sur ça, je pense qu'il y a eu plusieurs phases. En tout cas, c'est une analyse qu'on partage avec certaines personnes. Il y a eu vraiment la phase du début du financement participatif, il y a 10-15 ans, où on était sur les actifs vraiment purement pour le rendement. Ce qui était aussi la volonté des investisseurs, c'était je veux du rendement, c'est mon critère unique et principal. Et du coup, on a eu cette vague de plateformes qui sont bien développées avec la partie promotion immobilière, qui a été, on va dire, le vecteur de collecte de capitaux. Et en fait, suite à cette phase-là, on a maintenant une deuxième phase qui est une phase où on regarde l'impact des investissements en plus de la rentabilité, et également une phase de j'ai fait cet investissement-là, ça a du sens et je peux en parler. Et donc on est vraiment sur un changement de paradigme, mais qui s'inscrit en fait dans tout cet écosystème qui s'est créé aussi, qui a permis l'émergence maintenant d'un écosystème avec la prise en conscience de l'impact et de l'impact social et environnemental. Ouais. Alors le risque perçu quand tu fais un investissement en start-up, il est quand même assez clair pour les gens, à savoir qu'il y a quand même une chance sur 10 que tu gardes quelque chose à la fin, 9 chances sur 10 que tu perds tout. Dans le cadre de ce type d'investissement, donc dans le foncier agricole, quelle est la perception qu'ont les investisseurs de ce risque en matière d'invest, et quel est le risque réel que tu fais quand tu investis dans du foncier agricole? Alors, effectivement, j'ai travaillé en capital risque et ce sujet-là, c'est vous investissez en start-up. Bon, c'est un système où il y a
peu qui vont bien donner un bon retour sur investissement, mais qui font un retour sur investissement global satisfaisant si on a bien fait son travail. Sur le foncier agricole, c'est très différent. On est justement sur un bien qui est similaire à l'immobilier. Je dis souvent, investir dans la terre, c'est comme investir dans la pierre, mais avec l'impact en plus. Et donc, on a un sous-jacent qui est le mimétisme parfait avec l'immobilier. Il y a un locataire, l'agriculteur, qui paye un loyer, et lorsque la terre est revendue, on peut faire une plus-value. D'accord. Donc on est vraiment, en fait on est parti du constat, et je vais revenir peut-être à la création d'Hectarea. On a parlé des agriculteurs au début avec le besoin de capitaux, mais côté particulier, selon les données Ipsos, on a à peu près 60% des particuliers qui veulent investir avec de l'impact. Et en fait, on s'est dit, ok, on va mettre ces deux mondes-là ensemble, mais pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire qu'on regarde toujours un investissement avec le couple rendement-risque, et donc on s'est dit, les particuliers, ils vont soutenir les agriculteurs via notre plateforme, mais ils ne vont pas investir au capital de la société. Parce que si l'agriculteur fait faillite, le risque, c'est perte totale de liquidité. Et donc, on investit uniquement sur le foncier, pas de bâti et que des parcelles agricoles. D'accord. Parce que c'est un actif, pour finir sur ça, qui est... voilà, on parle de valeur refuge avec l'or, mais la terre agricole, c'est quelque chose qui est moins cyclique que l'immobilier. Et si on prend sur les 20 dernières années, c'est 3% à peu près d'augmentation du prix de la terre par an. Et sur les 10-15, on est à peu près à 4%. Ok. Donc on a une tendance de fond intéressante, et c'est ça le cœur d'Hectarea et de l'investissement dans la terre, c'est vraiment d'accompagner les agriculteurs via un système existant, mais sans aller sur des risques qui sont des risques de perte totale, parce qu'on a un sous-jacent de terrain. À part si vous achetez dans une zone inondable et qu'il est sous l'eau, globalement la terre ne disparaît pas. Non, tout à fait. Ok, donc merci beaucoup. C'est hyper intéressant de comprendre le besoin identifié, de voir un petit peu comment vous avez abordé cet actif-là. Après, une fois que tu as ce concept en tête, une fois que tu as une idée de la façon dont tu vas structurer, comment vous avez lancé la plateforme, comment vous êtes parti de quoi, auprès de qui vous êtes allé proposer ce service-là, comment vous avez fédéré les premiers agriculteurs? Est-ce que tu peux nous raconter les premiers 12 mois de la boîte? Avec plaisir. Ça remonte du coup à fin 2022, on crée la société, et en fait il s'écoule un an pour préparer tout simplement le lancement. Donc il y a mon associé Adim qui est plutôt sur la partie tech, et donc la création de la plateforme de A à Z. En fait, on est sur un produit qui est très humain, avec un impact concret, et ça, au quotidien, on fait tous nos efforts possibles pour le retranscrire au maximum aux investisseurs. Et donc, on n'est pas parti d'une base existante, on a vraiment créé la plateforme de A à Z. Ensuite, il y a le produit financier, on est sur de l'investissement. Donc, c'est un produit qui est régulé par l'autorité des marchés financiers. C'est de l'obligataire. Exactement. Et du coup, ça, pareil, le temps de travailler nos avocats, de mettre en place la structuration. Cette année-là, c'était écoulé. Est-ce que les avocats que vous avez vus ont dû faire preuve de créativité, ou c'est déjà un produit qui avait été développé, qui est assez commun, je ne me rends pas compte? On va dire créativité pour leur rendre le mérite. Mais non, c'est des choses qui sont déjà faites dans l'immobilier. Et on l'a appliqué à un actif. L'idée, en fait, c'est pas de réinventer chaque bout, c'est de prendre des bouts existants et de les mettre ensemble pour adresser un marché qui n'était pas. Après également, on a fait une levée de fonds sur nos structures, donc en juillet 2023. Tout ça, ça nous a... Business Angel ? Oui, exactement, qui sont spécialisés soit dans la collecte d'épargne, soit dans le secteur agricole, pour vraiment avoir des personnes aussi qui gravitent autour du projet et qui peuvent conseiller sur différentes étapes. Ok. Ensuite, donc fin 2023, le plus important, c'est la communauté d'investisseurs. Ouais. Et donc, en fait, pendant cette année-là où on crée la plateforme, on commence à échanger, on commence à avoir une base de mails, on commence à parler du projet. Et ce qui fait qu'en fin 2023... Alors, qui sont ces investisseurs que vous avez hackés, les tout premiers? C'était genre qui? On dit souvent le lancement d'un projet, ça va être famille, amis, proches qui vont investir. On a réussi finalement à avoir un taux très bas sur ça, ou du moins de ne pas avoir besoin d'aller faire du porte-à-porte chez nos connaissances, qui est plutôt gratifiant. Et voilà, on a envie d'avoir des vrais clients pour tester rapidement le produit. Et donc, tout ce travail qui a été fait pendant les mois avant, il y a eu un peu de publicité, on a eu un peu de presse, on a nous communiqué avec les écosystèmes dans lesquels on était, incubateurs, accélérateurs et autres. Et du coup, quand on est arrivé en fait fin 2023, on avait une base suffisamment conséquente pour démarrer. C'est aussi l'intérêt, c'est de co-construire, et on a fait un système facile, un Tally, un Typeform, on envoie, on prend les retours et on a co-construit comme ça. Et donc, ce qui fait que le premier terrain, il faisait 175 000 € et on l'a financé en moins d'un mois, donc fini en janvier 2024. Et c'était quelle exploitation et quel type d'investisseur?
Alors, c'était une exploitation qui est en Nouvelle-Aquitaine pour du céréal et des céréales et du maraîchage, du coup avec une conversion en bio sur 26,7 hectares pour 175 000 euros. Du coup, le premier agriculteur, effectivement, on rentre dans le vrai. On avait déjà pas mal de projets en études, et à un moment, on sélectionne un projet, on y va. Il faut être là, il faut avoir ses clients. Et côté client, on a plusieurs personas qui ressortent en fait de notre base. On va avoir des personnes qui vont venir vraiment pour le côté transition écologique et notre sélection des dossiers. On a des personnes qui vont venir pour le mimétisme avec l'immobilier et la diversification d'investissement avec un actif tangible derrière. Donc des personnes physiques, des individuels. Oui, exactement. D'accord, des individus. Oui. Okay. Oui, uniquement des particuliers. Après, on peut investir via des holdings. Enfin, c'est plutôt de l'optimisation côté investisseur pour le coup. Et donc, on a ce premier terrain qui sort. Et là, on voit qu'il y a vraiment un bel entrain, appel d'air sur le marché. Et ce qui fait qu'à fin 2024, on fait 1,5 million collectés, 12 projets, 10 000 inscrits. Donc, Ouais, vas-y, excuse-moi, non, pas de souci. On a vraiment eu cet appel d'air en fait où le projet prend forme et finalement on répond du coup à une vraie demande qu'il y avait sur le marché et après les choses se font assez bien dans la continuité. Comment vous aviez identifié les 12 premiers terrains quels sont vos critères de sélection? Est-ce qu'il y a des types d'exploitation qui vous intéressent ou des surfaces qui vous intéressent plus que d'autres? Ouais, effectivement, le critère c'est éco, mais pas au sens que écologique, c'est économique aussi. C'est-à-dire qu'on a une quinzaine de grandes filières agricoles en France, et nous, ce qu'on défend, c'est effectivement le côté transition écologique, mais c'est est-ce que l'agriculteur qu'on finance, son modèle, on y croit sur 10-20 ans. Parce que l'agriculture, c'est des modèles, c'est des temps longs. Vous investissez dans l'immobilier, dans la pierre, c'est à 7 ans, l'agricole, c'est plutôt à 10 ans. Donc, il faut vraiment avoir ce prisme-là. Et ce qui fait que sur les différentes filières où on essaie vraiment d'avoir un agriculteur qui arrive à faire de la valeur ajoutée avec son produit pour avoir un meilleur revenu. Et un exemple simple, quelqu'un qui fait du lait, on vient de financer une laiterie dans le Cantal, c'est quelqu'un qui fait du fromage AOP. Il reste 12 ateliers de transformation en France, donc c'est très peu. Et ils ont cet atelier-là et ça leur permet de vendre le prix du lait 4 fois un prix que paierait un géant de l'agroalimentaire, par exemple. Oui. Donc il y a vraiment ce sujet filière qui est très important. Et après, ça va être les pratiques. Est-ce que ce sont des pratiques qu'on juge en bonne évolution vers quelque chose de plus durable? Ouais. Et comment vous faites se rencontrer ces deux communautés? Est-ce qu'il y a un intérêt pour... Enfin, moi, en tant qu'investisseur, je pense que ça m'intéresserait de rencontrer les agriculteurs ou d'aller, en tout cas, visiter la parcelle. De la même manière que quand tu investis dans une forêt, ça t'intéresse d'aller... J'avais parlé de ça avec la société EcoTree, avec Erwan Lemené. Tu connais Erwan? Je le connais. Et je trouve ça intéressant quand tu as un rapport avec quand c'est des actifs réels. Est-ce que vous avez aussi cet intérêt de la part des investisseurs? Et est-ce que vous faites se rencontrer ces deux mondes? Complètement. C'est un de nos focus au quotidien. En fait, on est sur... Comme je le disais tout à l'heure, on a eu l'évolution d'une épargne 100% rentabilité. Et là, il y a une vraie composante impact. Et donc, sur la plateforme, on pousse au maximum ce lien. C'est-à-dire que si on prend le projet dans le Cantal, on a, je crois que c'était 108 400 euros pour 79 investisseurs à peu près. Ces investisseurs-là, après, ils ont un espace investisseur pour échanger avec l'agriculteur. Okay. Ça veut dire que, par exemple, il y a... tous les agriculteurs sont intéressés ou pas? Ou certains s'en fichent? En fait, on présente notre modèle au début, donc bon, s'il n'est pas intéressé, on n'ira pas ensemble, mais globalement, il y a un vrai sujet de reconnaissance et de montrer ce qu'on fait. Ouais. Je pense que tout le monde aime être valorisé dans son travail, et voilà, quand on est dans une zone assez reculée, on montre moins ce qu'on fait, et du coup... voilà, c'est pareil, petite anecdote, on est passé aux 20h de France 2 avec un agriculteur, on en a parlé plein de fois après et il était super content de la chose. Donc il y a vraiment ce côté reconnaissance. Et là, pour cet exemple-là, on était au Salon de l'Agriculture cette semaine. Cet agriculteur qu'on a accompagné en janvier, il a gagné le concours agricole à Paris pour une jument qu'ils élèvent sur la ferme aussi. Et donc on a tout ce lien, c'est communiqué aux investisseurs sur l'espace, lui il peut leur montrer des photos. Voilà, il y a vraiment ce lien qui est recréé à chaque fois. On a plein de cultures différentes, ça veut dire plein de liens avec des agriculteurs différents sur différentes cultures. Et on va plus loin, c'est que pour certains produits, quand il y a un produit transformé, par exemple, on a financé un producteur de noisettes en faisant l'acquisition de parcelles de noisetiers. Il vend sur la plateforme à des investisseurs ces produits qu'il envoie dans toute la France. Génial. Et donc, on peut se dire, finalement, je peux investir à côté de chez moi sur des terres en ayant un couple rendement-risque qui est intéressant et en consommant les produits sur la terre dans laquelle j'ai investi. Ouais, top. Alors après, est-ce que vous faites un monitoring de l'investissement et de quelle manière?
Alors, ouais, sur ce point-là, c'est un vrai sujet. On n'est pas, en fait, on n'est pas une plateforme de crowdfunding au sens on lève pour quelqu'un d'autre. L'actif, on gère l'actif derrière. Ouais. Donc ça veut dire qu'on investit, on gère l'actif sur le long terme avec des loyers qui sont payés après chaque mois aux particuliers. Et donc cette gestion-là, elle est inhérente à notre modèle. Et donc on a un reporting avec les loyers versés chaque mois très financier. On a l'espace investisseur où justement c'est l'agriculteur qui donne un reporting plus complètement qualitatif, même sur ce qui est fait sur la parcelle, où en sont les cultures, ou s'il y a une naissance, enfin quelque chose de très qualitatif. Et c'est pour ça qu'on met vraiment l'accent dessus avec un lien direct. Et vous prenez dans ce cas-là des fees ou est-ce que vous vous rémunérez sur la plateforme ? Alors, on se rémunère à deux endroits. On se rémunère à l'entrée, comme peuvent le faire les SCPI, donc un pourcentage du montant investi. Et on se rémunère en pourcentage des loyers par la suite pour tout le monitoring qui est fait dans le temps. D'accord. Alors une question que je me posais, c'est imaginons que tu as un agriculteur qui, je sais pas, je prends un exemple, quelqu'un qui avait un job dans un bureau, qui décide de devenir agriculteur et vous acceptez de financer avec lui et les banques. Comment ça se passe si 3 ans plus tard, il décide d'arrêter son activité ? Est-ce que vous avez envisagé, j'imagine que oui, et comment ça se passe ? C'est l'intérêt en fait d'investir uniquement sur la terre. C'est-à-dire que la terre, il y a un contrat de location, c'est des cycles longs, il peut se passer beaucoup de choses dans des péripéties de vie, même personnelles pour la personne qui s'installe. Et du coup, si l'agriculteur part, il peut y avoir plusieurs solutions. Nous, on revend les parcelles avec l'exploitation dans sa globalité, comme on revendrait un fonds de commerce avec les murs, ou on va chercher tout simplement un autre locataire. Donc le risque, ça va être un décalage de loyer ou une perte de loyer sur quelques mois, mais on reloue en tout cas les murs, contrairement à l'investissement au capital de l'agriculteur, où là, bon, s'il liquide sa société, vous avez perdu votre mise. Ouais, donc c'est un scénario qui effectivement peut arriver. L'intérêt de l'investissement dans la terre, c'est qu'on a une vacance locative qui est beaucoup moins élevée que dans l'immobilier, où le locataire il reste moins longtemps généralement. Oui, tout à fait. Ouais. Vous fédérez. Alors les investisseurs, je pense c'est très clair, je pense pour l'audience qui nous écoute, c'est un actif de plus avec un couple rendement-risque différent. Ça permet de diversifier son portefeuille. Donc très rapidement, on peut s'imaginer que vous allez avoir de l'attraction sur la partie investisseur. Sur la partie agriculteur, votre go-to-market pour aller capter en fait ces investissements, ça se passe comment ? Alors, on a des agriculteurs qui nous contactent en direct. On a 3-4 dossiers par jour qui arrivent déjà en direct. Okay. Et après, nous, on travaille avec pas mal d'entités. Il y a des apporteurs d'affaires. La banque d'affaires, ça existe dans le monde agricole aussi. Ouais. Et après, il y a toutes les entités qui sont des entités liées à l'État ou en tout cas au ministère de l'Agriculture, avec les chambres d'agriculture, les SAFER, qui fédèrent aussi des porteurs de projets. Et donc dans tout cet écosystème-là, ça fait qu'il y a une nébuleuse de projets, il y a énormément de besoins. Je reviens sur une statistique, il y a 200 000 fermes dans les 10 prochaines années qui vont changer de main, donc il y a des besoins en financement qui sont très importants. Et on a tendance à beaucoup parler du hors cadre familial, c'est-à-dire quelqu'un qui, je reprends ton exemple, qui travaille dans un bureau et qui dit finalement je vais remettre l'agriculture au centre de ma vie, c'est le plus important, je fais ce que je mange, etc. et qui part dans ce métier-là. Ça, c'est des cas qui arrivent. C'est des cas où il faut qu'ils soient accompagnés. Dans le monde agricole, il faut avoir le BPREA pour avoir le droit d'exploiter, avoir le droit d'exploitation. Il faut faire la démarche des JA. Enfin, il y a beaucoup d'étapes. C'est quoi la démarche des JA ? Des démarches pour être jeune agriculteur si on est à moins de 40 ans. Pardon, désolé pour l'acronyme. Je suis pas au fait de tout. Mais tout ça pour dire qu'il y a beaucoup d'étapes parce que c'est engageant sur le long terme. Et donc, c'est pas... on passe de doux rêves à douce réalité. Et il faut vraiment avoir cette idée de long terme toujours dans le secteur agricole. Mais même dans une transmission familiale avec quelqu'un qui est dans le cadre, donc qui est fils d'agriculteur, c'est des dossiers qu'on accompagne parce que ce qui se passe, c'est que vous avez une indivision familiale qui possède les terres. Vous avez des personnes qui sont plus dans le milieu agricole mais qui veulent globalement les recettes de la vente des parcelles. Et vous avez un repreneur, le fils ou la fille de l'exploitation, qui doit financer le rachat des terres. Ouais. Et donc en fait, le cas, c'est pas uniquement installation. Vous avez le cas de la transmission familiale, où on vient de faire ça pour un projet donc, de cidre bio en Normandie. Okay. On a racheté des parcelles de pommiers. L'agriculteur en avait déjà racheté 25, donc Antoine. Et nous, on a racheté les 15 restantes et il les rachètera dans quelques années, une fois qu'il aura plus de trésorerie tout simplement pour le faire. Mm-hmm. Donc même les transmissions familiales. Ensuite, vous avez d'autres sujets. Vous avez un agriculteur qui s'installe 5 ans après. Il veut atteindre une pérennité pour son exploitation. Il doit souvent reprendre des terres en plus. Et donc, il faut l'accompagner dans un agrandissement.
il y a plein d'étapes autres que juste l'installation dans le monde agricole où on a besoin de financement. Alors, un point qui est intéressant, parce que j'avais fait un épisode avec Virgile, qui est une fintech que tu connais peut-être, qui co-investit auprès de primo-accédants. Et j'avais fait un épisode spécifiquement sur une collaboration entre Virgile et CAFPI, qui est le premier courtier en France pour ce type d'emprunt. Est-ce que vous avez en tête de collaborer avec justement je serais intéressée de comprendre, parce qu'au sein de cet écosystème, je connais très très mal, avec quel partenaire vous pourriez éventuellement vous associer, ou vous seriez intéressé de vous associer pour faciliter en fait l'accélération et le passage à l'échelle de votre boîte? Alors, on a déjà l'attraction sur le côté particulier. C'est vraiment le cœur de mission de la société, c'est reconnecter les particuliers et les agriculteurs soucieux de bien faire. Et donc, c'est vraiment le cœur de notre mission, avec maintenant 2 à 3 projets qui se financent par mois. Donc, ce modèle-là, avec des investissements plus importants en termes de taille de terrain, ça permet d'aller à l'échelle. Sur le côté partenaire, donc plutôt B2B, on a effectivement des discussions qui sont en cours. Et je ne peux pas en dire plus. Un peu ça. Avec quel type d'acteurs? T'es pas obligé de dire avec Non, qui, il y a des acteurs. En fait, la transition, elle concerne un peu tout le monde dans l'écosystème. Il y a des choses assez intéressantes à faire. Vous avez l'agriculteur, mais l'agriculteur, il a souvent un distributeur après. Et ce distributeur, il y a la grande distribution qui est là où tout le monde fait des courses en France globalement, même s'il y a des commerces de proximité et autres. C'est quand même la masse des achats qui passent par là. Et donc, en fait, toute cette chaîne-là, à un moment, elle se dit finalement, il y a un produit alimentaire, j'arrive plus à le trouver parce que il y a des pénuries à l'étranger. Nos filières françaises, elles sont détruites dans cette filière-là parce que il y a des produits de concurrence étrangers. Et donc, il faut aider à recréer la filière. Et donc, moi, ce qu'on veut, c'est finalement faire des partenariats avec ces différents acteurs pour apporter plus de financement. C'est toujours ça, des financements plus massifs pour justement recréer ces filières où on est tous autour de la table. Donc effectivement, on regarde des sujets comme ça, mais il y a un vrai besoin, au-delà du financement et de notre partie, nous, chez Hectaria, il y a besoin d'avoir une réponse systémique au secteur. C'est-à-dire, on parle beaucoup d'écologie, mais il y a aussi pour l'agriculteur, à quel prix il vend, est-ce qu'il est rentable, pourquoi ces produits, en fait, ils ne sont pas mis plus en valeur parce qu'ils vont être plus chers par rapport à des produits étrangers qui sont faits dans des moins bonnes conditions. Et la réalité, c'est que pour l'instant, ils sont trop peu mis en valeur. Donc, il y a une vraie réponse globale à donner et qui passe par l'association avec les acteurs B2B. Top. Alors c'est bien, ça m'amène vers ma question suivante, parce que tu parlais de la plateforme. Donc je pense que ce serait intéressant que tu nous décrives cette plateforme d'un point de vue technologique, et je serais intéressée que tu nous expliques un petit peu la façon, parce qu'en fait moi je vois plein de choses intéressantes qui se passent en matière de technologie pour les agriculteurs qui sont des tech savvy. Il y en a plein qui utilisent énormément la tech. De savoir aussi comment vous envisagez de faire évoluer votre plateforme, parce qu'en fait tu peux ouvrir, il y a plein de portes que tu peux ouvrir. Et donc, ça m'intéresserait que tu nous partages cette vision, justement, d'un point de vue tech. Alors, d'un point de vue tech, on fait pas mal de choses et on a fait justement une sortie cette semaine. On veut, ça reste un investissement qui est assez niche. Et donc, l'idée, c'est de démocratiser cet investissement-là en apportant plus de transparence. Donc là, on a sorti un outil qui permet, en fait, de regarder le prix des terres partout en France sur les 6 dernières années, je vais y arriver. Et donc, il suffit de taper, en fait, sa localisation et vous pouvez voir donc toutes les terres qui ont été vendues autour de chez vous. Et donc, ça permet en fait d'avoir beaucoup plus de transparence sur quel prix des terres, pour quel type de culture, à quel endroit en France. Et ça fait partie des outils technologiques qu'on sort qui sont aussi bien à destination des agriculteurs pour avoir une idée du financement qu'ils vont devoir trouver, ou des particuliers qui veulent investir et veulent savoir en fait à peu près combien ils doivent mettre pour avoir tant de surface, tant d'arts de terre ou tant d'hectares de terre. Donc, c'est une des réponses technologiques qu'on a apportées et qui est du coup toute récente. Après, sur la plateforme, on est toujours dans la démarche d'apporter plus de contact direct entre l'agriculteur et les particuliers. Donc, on a sorti la partie avantage cette année, on a sorti l'espace investisseur, et on est toujours dans cette idée d'évolution avec un suivi en fait par projet qui est vraiment une différence. On n'est pas sur une logique, on va dire grosse SCPI où on met son argent qui va sur 15 terrains. C'est au particulier de diversifier son épargne. Et donc, dans toute cette construction, on a bien mis sur la plateforme dans quel projet j'ai investi avec les vidéos, etc. des différents agriculteurs. Tu parlais du salon de l'agriculture. Comment est-ce que vous êtes accueillis ? Est-ce qu'il y a beaucoup de boîtes qui font ce que vous faites ? Parce que moi, j'en entendais, enfin, c'est la première fois que j'en entends parler, et je te disais, c'est pas un sujet que je connais très bien, donc ça m'intéresserait que tu nous expliques un petit peu plus en détail ce qui se passe dans ce domaine.
Alors, sur le salon de l'agriculture, il y a plusieurs endroits. Il y a des endroits vraiment destinés aux agriculteurs, il y a des endroits plus corporate entreprise et après plus technologiques. Nous, on passe plutôt notre temps avec l'endroit où il y a les agriculteurs parce que c'est nos clients. Bien sûr. Donc l'accueil, il est assez simple. On nous demande souvent, déjà je viens du milieu agricole, on arrive, on apporte du financement, donc la porte elle est ouverte, c'est vraiment simple comme relation. Et on se déplace à chaque fois sur tous les terrains, donc c'est même des bons moments de rencontre. Côté FinTech, en fait, il y a des boîtes qui sont allées plutôt sur la partie prêt aux sociétés, comme peut le faire Mimosa, par exemple. Oui. On a on connaît très bien Florian, par ailleurs, et qui sont complémentaires, en fait, entre deux activités. Après, vous avez des sociétés plus dans l'associatif aussi, beaucoup dans le monde agricole, qui vont prendre les terres et les mettre à disposition d'agriculteurs. On peut citer Terre de Liens, qui est l'acteur historique, par exemple. Ouais. Donc, il y a déjà quelques solutions qui existent et qui permettent de faire ça. Après, il y a toujours un angle qui est pris et du coup, ça dépend du projet de l'agriculteur. Est-ce qu'il veut racheter la terre plus tard? Est-ce qu'il considère que la terre appartient aux citoyens? Dans le monde agricole, il y a tout le monde a un avis et il y a beaucoup de préjugés dans le secteur. Et donc, des fois, il faut juste être pragmatique et se dire, OK, on fait les choses. Là, concrètement, on a converti tant d'hectares en bio, on a permis à tant d'agriculteurs de s'installer et rester purement sur des faits qui font avancer les choses. Et vous avez beaucoup de fonds d'investissement autour de vous, avec lesquels vous bossez, qui investissent également dans le foncier. Ça s'ouvre un peu aux acteurs institutionnels, on commence à le voir. La réalité, c'est que les fonds sont bloqués sur assez longtemps. Pour des fonds de private equity, on est plutôt à 7-8 ans pour le roulement des fonds. Dans l'agricole, les cycles sont plus longs. Ouais. Et aussi, il y a un vrai sujet sur les outils qu'on utilise. J'ai vu passer des fonds avec des outils en obligations convertibles qui tournent à 8%. Ça ne marche pas en fait dans le monde agricole. Sur les marges, ça ne marche pas. Donc il faut vraiment mettre des outils qui sont adaptés. Et ça, c'est vraiment un point sur lequel j'insiste. Il faut faire attention aux marges qui sont faites dans ce secteur-là. Ou aller en tout cas sur des productions où il y a de la valeur ajoutée, de la transformation, ce qui est le faire-valoir en France. Donc oui, non, il y a des fonds qui commencent à arriver sur le secteur et qui s'organisent et c'est intéressant parce que c'est ce qui fait qu'après on ouvre un appel d'air à plus de capitaux pour financer les agriculteurs. Top. Est-ce que tu pourrais quand même revenir, parce qu'on arrive tout doucement vers la fin de la discussion, sur la vision, si tu devais projeter ta boîte dans 5 ans, à quoi ça ressemble ? Pas mal de choses déjà. Non, on continue. Après, on fait toujours étape par étape la vision, mais ça va être vraiment de continuer la diversification des cultures. En fait, en France, si on part vraiment du côté agricole, les filières agricoles, elles sont quasiment toutes déficitaires d'un point de vue import-export, sauf les 3 grandes que sont vin et spiritueux, laiterie et céréales. Donc ça veut dire que toutes les autres filières-là, c'est plutôt des courbes qui descendent. Et il y a le sujet de souveraineté alimentaire. Donc nous, notre rôle sur ça, et côté agriculteur, c'est d'aller dans toutes ces filières-là. Et c'est vraiment la mission. Là, on a déjà fait 8 filières, donc on avance assez vite. Mais ça, c'est côté agriculteur. Côté particulier, c'est continuer à fédérer plus de monde. Effectivement, faire un appel d'air côté B2B aussi, côté investissement, pour pouvoir accompagner un maximum d'agriculteurs dans leur installation. On parlait à 10 ans de 200 000 fermes à reprendre. À 5 ans, ça veut dire à peu près 100 000 si c'est proportionnel. Ouais. Ça fait beaucoup. Donc il y a vraiment cette ambition-là qui est derrière. Et côté particulier, ça va être de décupler en fait tout simplement l'intérêt qu'ils peuvent avoir par cette relation avec l'agriculteur. Et donc aller chercher des nouveaux leviers. On parlait de rencontres, on parlait d'aller sur le terrain. Voilà essentiellement les sujets. Qu'est-ce que tu nous recommandes pour clôturer cette discussion ? Alors, j'écoute pas mal de podcasts, toujours sur des personnes qui ont fait en fait des sociétés qui sont connexes à la nôtre pour comprendre un peu les clés de leur réussite. Et du coup, ça va être sur Génération Do It Yourself ou des choses très précises avec des points que je veux apprendre, comme l'effet marketing ou FinScale quand il y a une fintech en fait un peu connexe à nous qui est passée pour de l'information et de la formation. Merci d'avoir recommandé FinScale. À bientôt, Paul. Salut. Salut, merci. Merci d'avoir suivi FinScale. Abonnez-vous à la newsletter sur Substack pour ne rien manquer des dernières innovations. Retrouvez aussi le podcast en audio sur toutes les plateformes d'écoute et en vidéo sur YouTube. À très vite avec Solène Niederkorn.